Ma seule fenêtre vers l'extérieur, c'est ce que j'écris. C'est-à-dire que je passe toute la journée enfermé chez moi à écrire, mais en tout cas, je sors de ma vie quotidienne. Pendant quand même 15 ans, j'ai écrit sur moi, donc c'est-à-dire que je sortais par la fenêtre pour re-rentrer par la porte et me retrouver à l'endroit où j'étais. Je crois que c'est pour vous, les applaudissements. Merci, bonjour. Bon, pour finir cette journée en beauté, enfin, c'est en tout cas ma journée à moi, qui a commencé tôt ce matin et qui a été bien remplie, j'ai le très grand plaisir et l'honneur de recevoir le seul écrivain connu de nos services, qui a été animatrice de Minitel Rose. Première animatrice de Minitel Rose au monde. C'est pas rien quand même, hein. Non, non. Voilà. Qui a été vendeur de tableaux en porte-à-porte, qui a été auteur de lettres érotiques dans un journal libertin, qui était traducteur de romans à l'eau de rose. Vous m'arrêtez quand je dis une bêtise. Non, non, je savais que ces choses me poursuivraient toute ma vie. Ah bah oui, il faut assumer. Ça fait 40 ans quand même, voilà. 30 ans. Et même rédacteur de brèves, de potins, on appelle ça des potins, ça, dans Voici pendant 17 ans. On appelle ça des potins quand on est un peu de la vieille école, mais ça s'appelle des gossips maintenant. Des gossips, très bien. Bonsoir Philippe Génada. Bonsoir Grégoire Le Ménager. Vous allez bien? À peu près. Ouais. Moi je commence ma journée, donc pour l'instant ça va. Ouais. Ok, bah alors vous allez parler de ce que vous voulez. Je n'ai pas préparé de questions, ça tombe bien. Super, bon. Les régionales, alors. Bon, incidemment, vous êtes amateur de course hippique, vous êtes client régulier d'un bar parisien qui s'appelle le Bistrot Lafayette, et puis surtout vous êtes un formidable écrivain qui n'est pas loin d'avoir inventé un genre. J'ai lu chez un de mes confrères que vous aviez inventé l'intrusion de l'autofiction dans le roman policier, ce qui est pas mal quand même, en tout cas pour caractériser... J'en suis fier, je ne sais pas ce que c'est, mais j'en suis fier. Si, c'est bien, c'est bien. Non, enfin, sous sa plume, c'était bien. Voilà. Je reprends votre CV, puis vous m'arrêtez encore une fois si je dis une bêtise. L'autofiction, vous l'avez pratiquée avec en général une bonne dose d'humour et puis des longues phrases assez acrobatiques et souvent pleines de parenthèses. Vous l'avez pratiqué à partir du Chameau sauvage, qui vous a valu d'obtenir le prix de Flore en 1997, et puis dans une dizaine de livres qui ont suivi, à peu près dans la même veine. En gros, le sujet des histoires, c'était vous et votre vie, enfin c'était des variations là-dessus. Et puis vous vous êtes spécialisé, mais toujours en vous mettant en scène quand même, hein. Vous n'êtes jamais complètement effacé derrière vos sujets, dans de volumineuses enquêtes criminelles sur des affaires qui n'intéressent plus personne depuis longtemps. C'est volumineux, ça n'intéresse personne, super. Et pourtant, il y a beaucoup, je connais beaucoup de gens, et de plus en plus, je dirais, tous les jours, je rencontre des nouvelles, qui aiment beaucoup ces livres-là. Ces livres-là, c'est La Petite Femelle, en 2015, qui était revenue sur le cas de Pauline Dubuisson, cette jeune femme qui avait tué son petit ami en 1951, parce qu'il voulait se marier avec une autre, ce qui est une raison nécessaire, mais suffisante, mais peut-être pas nécessaire, disons. Ces livres-là, c'est La Serpe qui a obtenu... Caricature. Jamais. La Serpe qui a eu le prix Femina en 2017, et qui portait alors là carrément sur un quadruple meurtre, commis avec une serpe sous l'occupation. On est vraiment dans quelque chose de très très sombre, dans un château du côté de Périgueux, et dont le suspect numéro 1, un jeune homme de bonne famille, a fini par être acquitté, disparaître en Amérique du Sud, et puis réapparaître sous le nom de Georges Arnaud, avec un best-seller sous le bras qui s'appelait Le Salaire de la peur. Et puis vous allez récidiver, pardon de caricaturer, mais vous allez récidiver à la fin du mois d'août, avec un nouveau livre monstre. Parce que, très volumineux pour le coup. Là. Très volumineux. Je sais pas, ça fait quoi, 800 pages, non voilà, en vrai, il fait plus de 1000 pages, mais mes éditeurs ont été habiles, grâce à quelques astuces, un grand format, des petits caractères. Ça fait 750, je pense. Ah, c'est ça. Parce que dans vos mails, vous parliez d'1 million de pages, de 1000 pages, etc. Je me disais, oui, oh là ça fait là, 1200 pages, normalement. Ouais. Puis finalement, j'ai reçu le truc et c'est moins de 1000 pages. Je me suis dit, il est peut-être un petit peu... Une brochure. C'était peut-être un peu dans la caricature, lui aussi. Non, c'est vrai, mais c'est très habilement maquetté. Oui. Et ça s'appelle Au printemps des monstres, donc on va en parler un petit peu.
D'abord, est-ce que tout ce que je viens de dire est vrai? Sinon, c'est le moment de corriger. Sinon, vous allez laisser les gens avec des idées fausses sur votre compte, ce qui serait gênant. Non, tout est à peu près vrai, en tout cas fidèle à mes souvenirs, puisque certaines choses remontent pas mal de temps. L'autofiction pour mes premiers romans, je ne sais pas si c'est très flou de toute manière l'autofiction. Puis souvent les auteurs disent non, moi je ne fais pas d'autofiction. Bon. Donc personne ne fait d'autofiction, mais disons que oui, c'était quand même des romans qui suivaient, en tout cas, qui étaient assez parallèles à ma vie. C'est-à-dire que le premier roman, c'est un jeune homme un peu perdu, un peu plein de bonne volonté, malchanceux, qui cherche l'amour. Le deuxième roman, au moment où je rencontre ma femme, c'est presque ce même jeune homme qui trouve l'amour. Le troisième, c'est le cauchemar de la vie de couple. Donc là, ça suit bien mon chemin de vie. Le quatrième, c'est un enfant, etc. Donc oui, ça suivait à peu près ma vie. Pardon. Ça suivait à peu près ma vie. Les narrateurs, les personnages principaux ne me ressemblaient pas tous, ou en tout cas disons, c'était comme des cousins un petit peu. Et puis, quand ma vie est devenue d'une monotonie délicieuse pour moi, mais consternante pour la littérature, et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et donc, c'est à partir de là que je me suis mis à écrire sur d'autres personnes que moi, ce qui a été agréable, plus agréable que les précédents. Et en particulier sur des faits divers, ou en tout cas sur des histoires qui ont à voir avec la police et la justice. C'est plus agréable d'écrire sur des faits divers abominables que sur vous-même. Sur des faits divers abominables, non. Pardon. Mais sur d'autres personnes que moi, oui. C'est-à-dire que moi j'ai une vie très, encore une fois, non seulement très calme et routinière, mais aussi très enfermée. C'est-à-dire je sors très peu de chez moi. Ma seule fenêtre vers l'extérieur, c'est ce que j'écris. C'est-à-dire je passe toute la journée enfermé chez moi à écrire, mais en tout cas, je sors de ma vie quotidienne. Pendant quand même 15 ans, j'ai écrit sur moi, donc c'est-à-dire que je sortais par la fenêtre pour re-rentrer par la porte et me retrouver à l'endroit où j'étais. Donc au moins, croyez-moi, c'est beaucoup plus intéressant, passionnant ou émouvant pour moi de parler d'autres personnes, surtout les 4. Donc j'ai écrit 4 livres comme ça, sur Bruno Sulac, sur Pauline Dubuisson, sur Georges Arnaud, dont vous avez parlé, et puis le dernier. Avant, ça fait 25 ans que je me demande pourquoi j'écris. C'est pas pour l'argent, sinon j'aurais fait autre chose. C'est pas pour la notoriété, parce que ça sert à rien. Et quand même, pendant 15 ans, donc j'écrivais des choses, c'était pour moi une sorte de corvée. Je me disais, j'allais vraiment au bureau, pour le coup, j'étais dans mon bureau et je parlais de ce qu'il y avait autour de mon bureau, donc c'était pas une joie. Là, depuis, c'est en 2013, donc j'ai écrit en 2012, que j'ai changé de... J'ai cru que vous vous endormiez, Grégoire, je vous ai vu fermer les yeux, j'ai eu un moment d'inquiétude. Aucune raison de m'endormir quand vous parlez. Et donc voilà, là pour le coup, il se passe vraiment ce qui peut être le mieux pour un auteur, c'est-à-dire que tout en vivant enfermé, je passe mon temps ailleurs et surtout dans d'autres époques. Comme je parle d'affaires de justice, le gros avantage c'est pas que je sois passionné par les crimes, le sang, les massacres de diverses sortes. C'est simplement que quand il y a eu une affaire de justice, une enquête de police, un procès, il y a des archives. Et que les dossiers d'archives, les dossiers d'instruction, les dossiers d'enquête de police judiciaire, c'est une mine d'or, vraiment. Moi, j'aimerais bien écrire sur un boulanger de 1945, mais j'aurais forcément très peu de choses, peut-être quelques courriers, quelques correspondances. Là, par exemple, pour ce dernier livre, Le Printemps des monstres, qui est, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, c'était l'affaire de l'étrangleur, de Lucien Léger. Le dossier d'instruction qui est conservé aux archives des Yvelines, puisque le procès a eu lieu dans les Yvelines, à Versailles, fait 30 000 pages. Donc il y a 30 000 pages, ce qui est, là pour le coup, moi à côté, c'est vraiment un petit fascicule, 30 000 pages de témoignages, de rapports, d'interrogatoires. Donc c'est une matière première, encore une fois, qui pour un auteur est extraordinaire, enfin c'est vraiment une mine d'or. L'inconvénient, c'est qu'il y a des lois en France, enfin, c'est plutôt un avantage pour notre vie en société, et entre autres,
le délai de communicabilité des archives est de, alors il y a soit 75 ans après les faits, soit 25 ans après la mort de la personne qui a été jugée. Donc ce sont toutes des histoires qui remontent à part Sulac, qui est dans les années 80, mais c'est un livre pour lequel je n'ai pas consulté les archives, puisque tout le monde est à peu près vivant, donc j'ai rencontré les gens. La petite femelle, c'est 1950, comme vous avez dit. La serpe, c'est 1940 et des poussières. Et ça, c'est 1960. Donc non seulement, quand je travaille dessus, je me projette vers les histoires d'autres personnes que moi, que je ne connais pas, que je découvre donc, et puis aussi à d'autres époques. Et en particulier pour celui-ci, le meurtre, c'est une affaire extrêmement sordide, c'est un meurtre d'enfant, a eu lieu le 26 mai 1964, qui était mon premier jour sur Terre. Je suis né la veille. Pour ce malheureux petit garçon qui est mort, c'était son dernier jour sur Terre. Mais donc voilà, en l'écrivant, et en tout cas en faisant les recherches préalables, je me plonge dans les premières années de ma vie, enfin dans l'époque qui entourait les premières années de ma vie. Donc c'est intéressant au bas mot, pour moi. Oui, d'ailleurs, le début du livre est très beau avec la description de la forêt dans laquelle vous vous rendez et l'allusion à votre propre naissance. Mais comment vous êtes tombé sur cette histoire? Vous avez cherché si par hasard il s'était passé quelque chose le jour de votre naissance et vous êtes tombé là-dessus? Comment ça s'est fait? En fait, c'est toujours un peu pareil pour tous ces livres, les 4 derniers, là, en tout cas, c'est toujours un peu le même principe, c'est-à-dire que toute la journée, moi, mais vous, on est presque bombardé d'histoires, d'anecdotes, de drames. On entend parler de beaucoup de choses dans les journaux, dans les livres qu'on lit, à la télé, n'importe où. Donc, évidemment, moi aussi. Et parfois, une histoire, quelque chose que j'entends ou que je lis m'intéresse plus que d'autres. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si ça m'intéresse. Il y a quelque chose d'un peu inconscient là-dedans, je pense. Je dois sentir que ça peut m'intéresser en tant qu'écrivain. Et une fois, là en l'occurrence, c'était quand mon dernier livre est sorti, La Serpe, donc en 2017, à l'automne 2017. On fait toujours beaucoup d'interviews, de rencontres à la radio avec d'autres auteurs de la même rentrée, souvent. En général, si par exemple je suis invité sur une radio avec un confrère ou une consoeur écrivain, je ne lis pas, on n'a pas le temps de lire le livre de la personne avec qui on est invité, chacun discute de son livre. Surtout quand on est invité avec vous, là, on est invité 3 jours avant discuter avec vous pour lire ça, c'est pas possible. Ouais, non, c'est vrai, impossible. Vous avez feuilleté? Ah ben, le début. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on n'a pas le temps de lire, puis voilà, on est là pour parler de son livre. Mais là, j'avais une émission sur France Inter avec une émission assez longue, je crois, je sais plus, c'était 1h30 ou 2 heures, avec un avocat qui s'appelle Henri Leclerc, qui est un monsieur un peu âgé, et un grand avocat surtout, et puis qui a une vie très remplie, et qui venait de publier ses mémoires, qui s'appelle, je crois, La Parole et l'Action. Je savais que j'allais passer 1h30 ou 2 heures avec lui. Je me suis dit, il faut quand même que je sache de quoi on va parler, que j'ai pas l'air complètement cloche. Et donc, la semaine qui a précédé, j'ai lu, et alors il parle des grandes affaires de sa vie, plus ou moins longuement, et il a été, entre autres, l'avocat d'un garçon qui s'appelait Lucien Léger, qui, encore une fois, c'est une affaire qui a fait énormément de bruit dans les années 60, et dont on a reparlé un peu dans les années 2000, parce que Lucien Léger, qui a été donc condamné pour la mort de cet enfant, a passé 42 ans en prison. Il est sorti presque 42 ans, il est sorti en 2005, et quand il est sorti, c'était le plus vieux prisonnier de France. Pas plus vieux en âge, mais le détenu qui avait passé le plus de temps en prison. Donc il y a eu des reportages dans les journaux télévisés de l'époque, etc. Il est mort en 2008. Bref, je lis... Henri Leclerc doit y consacrer 3 ou 4 pages peut-être. Et moi je découvre, donc je n'étais pas au courant de cette histoire, j'ai dû en entendre parler en 2005, mais j'avais oublié. Je sens dans les 3-4 pages qu'il consacre à cette affaire qu'il y a des zones un peu floues. C'est une évidence pour tout le monde que Lucien Léger est un horrible personnage qui a tué un petit garçon sans raison, qui a passé 42 ans en prison, c'est trop, même pour n'importe quel crime. Mais en tout cas, tout le monde est convaincu qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. On parle de Lucien Léger comme on parlerait de Michel Fourniret. Personne ici ne se dit peut-être qu'il est innocent, peut-être qu'on l'a injustement incarcéré.
Voilà, Lucien Léger, c'était un peu pareil, mais dans les pages de Henri Leclerc, j'ai senti comme une sorte de flottement, je sais pas, et je me suis dit, bon ben, on va voir, à l'occasion, je regarderai ce que c'est que cette affaire. J'en ai parlé un peu à la sortie de la Maison de la Radio avec Henri Leclerc, j'ai eu la même sensation de quelque chose d'un peu trouble, il voulait pas beaucoup parler apparemment, il était fatigué, il est très vieux, beaucoup plus vieux que Grégoire, le ménager, beaucoup. Mais pas plus fatigué. Et donc voilà, et donc je me suis mis, comme ça me fait ça à chaque fois, et parfois j'arrête, je me suis mis à chercher un peu sur Internet, j'ai regardé des sites de vieux journaux, j'ai essayé de creuser un petit peu, et puis plus j'avançais, plus je me rendais compte que ça pouvait être intéressant, d'un point de vue à la fois littéraire et puis même historique. Donc j'ai continué, et je fais toujours ça, et il se peut qu'au bout d'1 mois ou 1 mois et demi de recherche, je me dise, bon ben il n'y a rien derrière, c'est pas assez profond, ou pas assez universel, ou pas assez je ne sais quoi. Mais là, j'ai continué, puis pour le coup, j'ai vraiment continué beaucoup, puisque je n'ai jamais passé autant de temps sur des recherches et sur un livre. Il y a eu 4 ans entre le précédent et celui-ci, depuis que j'ai commencé à écrire en 1996. Il n'y a jamais eu autant d'écart entre les deux, et c'est 4 ans où je ne suis pas allé faire la Java, j'ai vraiment travaillé 7 jours sur 7, comme un forcené, pendant 4 ans. Bon, alors là, du coup, vous avez eu du flair assez vite. Enfin, là, ce que vous racontez, c'est vraiment que dès le début, il y a quelque chose qui vous a semblé intéressant dans cette histoire, quelque chose qui clochait. Par exemple, pour la Serpe, je crois que c'était pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que je me souviens que vous m'aviez raconté comment vous étiez lancé dans la Serpe. Ça a été un processus beaucoup plus long. Vous vous souvenez, non, de la manière dont vous êtes embarqué là-dedans? En fait, la Serpe, ça a quand même été plus vite, mais ce qui s'est passé pour la Serpe, c'était donc la Serpe qui est l'histoire d'un crime un peu qui ressemble un peu aux histoires d'Agatha Christie. C'est un château, il y a 4 personnes à l'intérieur, le château est complètement fermé, portes et fenêtres pendant la nuit, et le lendemain matin, 3 des 4 personnes ont été massacrées à coups de serpe. Et il y a un seul survivant qui se trouve être le jeune homme de la famille, qui est capricieux, qui est colérique, qui hérite de toute la fortune de la famille. Enfin bref, c'est ce qui m'intéressait, mais j'y suis venu... j'avais un ami, ou disons un copain de quartier, en fait, qui était... que j'avais rencontré devant la maternelle 15 ans plus tôt quand j'accompagnais mon fils. Lui, il avait accompagné le sien. Les 2 enfants, les 2 petits marmots étaient amis. Donc voilà, c'est comme dans tous les quartiers. On allait de temps en temps dîner chez eux. Eux venaient parfois dîner chez nous. Et à chaque fois, il me disait, il faut, toi qui es écrivain, il faut que tu racontes la vie de mon grand-père. Donc son grand-père était Georges Arnaud, l'auteur du Salaire de la peur. Il a une vie incroyable, il a une vie... rocambolesque, aventurière sur tous les continents, il a mené des combats contre l'injustice, etc. Bon, il n'arrêtait pas de m'en parler, il voulait vraiment que j'écrive sur son grand-père. Et puis moi, c'est pas mon genre de littérature, ça me semblait trop grand pour moi, trop vaste, trop... Moi, j'ai besoin de petites choses, de petits détails, de petits... Et pendant des années, peut-être 10 ans, à chaque fois qu'on allait chez lui, je disais à ma femme, tu vas voir qu'il va me ressortir l'histoire de son grand-père. Alors l'entrée passée, le plat passé, le fromage, je me disais, yes, c'est bon. Et puis en apportant la tarte aux poires, tu as réfléchi au livre sur mon grand-père? Et puis un jour, donc des années plus tard, il me dit, au fait, je ne sais pas si je t'ai dit, mais mon grand-père a été accusé, et même maintenant, 30 ans après sa mort, beaucoup de gens pensent encore qu'il a massacré toute sa famille à coups de serpe. Voilà, un petit détail, une petite chose, une petite faille intéressante. Et donc c'est par ce fait divers que je suis rentré. Au début, je pensais simplement écrire un livre assez court. À chaque fois, je pense écrire des livres assez courts. Et vraiment, très sincèrement, je dis à mon éditeur, je te promets, si je dépasse les 400 pages, j'ai le droit à un blâme, etc. Puis je me laisse entraîner. Mais donc voilà, en fait, c'est par ce fait divers. Et puis dans le livre, je raconte aussi toute la vie de Georges Arnaud, mais entre le moment où j'ai entendu parler de ce triple meurtre dans le château et le moment où j'ai commencé à écrire le livre, il s'est passé vraiment très peu de temps, et le livre est sorti moins de 2 ans plus tard, quoi. Alors que là, ça a été plus long, tout simplement, d'abord parce que moi, je me suis plus englouti dans cette affaire qui est c'est une affaire qui a l'air atrocement sordide et très simple, et en fait, c'est une affaire qui est atrocement sordide et très complexe, et loin d'être aussi claire qu'elle en a l'air. Donc là, je me suis non seulement
plus investi, et puis surtout, de toute manière, je ne pouvais pas le faire plus rapidement, et ça nécessitait vraiment des recherches très très approfondies. Il y a, en fait, aujourd'hui, le livre sort en août, là aujourd'hui, au moment où on parle, sur Terre, sur la planète entière, il y a 3 personnes qui pensent que Lucien Léger était innocent. Il y a 2 gars que j'ai rencontrés qui ont écrit en 2012, je crois, qui ont publié un énorme livre, un peu dans ce genre-là, qui n'est pas un roman, qui est une sorte de gigantesque article d'investigation sur cette affaire. Et ils ont dû en vendre 71. Ça n'a intéressé personne, parce que c'est vrai que c'est assez indigeste, mais moi j'ai trouvé ça passionnant. Je l'ai lu quand j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas... ouais, merci. Donc pour l'instant, il n'y a que et moi qui sommes persuadés, mais vraiment, c'est-à-dire que l'affaire de l'étrangleur Lucien Léger, il y a 6 mois, il y a eu une émission de Christophe Ondelat sur Europe 1. Ça ne faisait pas l'ombre d'un doute que c'était lui. Il y a eu des émissions sur RTL, très récemment, encore il y a 1 an ou 2, des choses à la télé. La seule question, le seul problème, c'est a-t-on le droit d'enfermer quelqu'un pendant plus de 40 ans? Mais personne n'a jamais pensé que... Et donc, en fait, moi, je me suis servi du livre de ces deux personnes. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'eux ont commencé à travailler sur le livre en 2003. Et aujourd'hui encore, l'un des 2, qui est le principal auteur de ce livre, m'écrit des dizaines de pages tous les jours. Il a complètement, à moitié perdu la boule. Je l'aime beaucoup. Stéphane Troplin, il s'appelle. Mais 18 ans après avoir commencé à s'intéresser... Donc moi, je crains un peu pour mon avenir. Je lui dis, d'ailleurs, j'espère que je ne deviendrai pas aussi dingue et désespérément perdu que toi. 18 ans après, il est toujours complètement dévoré par cette histoire. Donc moi, 4 ans, pour l'instant, je me dis, je m'en suis bien sorti. Et justement, il y a quelque chose de très obsessionnel dans la recherche que vous menez, avec un sens du détail assez hallucinant, sur lequel on reviendra peut-être après. Au départ, vous vous dites que ça va faire 300 pages, 400 pages maximum, puis finalement ça en fait beaucoup plus, mais d'une certaine manière, en vous écoutant parler, on a l'impression que ça pourrait encore en faire plus. Et alors à quel moment vous considérez que le livre il est fini, là, que vous avez tout dit? En fait, je pense qu'il n'est pas fini. C'est l'éditeur qui... il a joué un rôle, moi, que je me suis rendu compte très sincèrement. Je pensais faire un livre de taille normale, et puis je me suis rendu compte que mon fichier de notes, c'est-à-dire ce qui allait me servir de base pour écrire le roman, on n'a qu'à dire, fait plus de 3000 pages, quoi. Donc là, j'ai compris, quand j'ai eu 3000 pages de notes télégraphiques, hein, genre 18 heures, il sort du métro, en style très télégraphique, plus de 3000 pages, je me suis dit, il va falloir vraiment que... Ça, c'est un résumé, en fait, ce que vous avez sur les genoux, Grégoire. Non, voilà, puis il y a un moment, ça fait partie de toute création artistique, c'est-à-dire ça paraît tout bête, très terre-à-terre, mais la longueur d'un livre, par exemple, si vous voulez faire un film, s'il fait 17 heures, il ne pourra pas être reçu par les spectateurs. Donc moi, je sentais que je commençais à m'étendre un peu trop. Et donc j'ai rendu un livre qui faisait 150 pages de plus que celui-là, avec la conscience, j'avais bien conscience que c'était trop. Ne serait-ce que parce que pour le lire dans son lit, il faut des muscles considérables. Pour l'emmener au travail, il faut une petite brouette dans le métro. Enfin, des choses comme ça, quoi. Ça paraît bête, mais si vous allez au cinéma, dans une salle de cinéma, et qu'il y a une perceuse à côté pendant tout le film, c'est pas très artistique, mais enfin, ça va gâcher complètement l'intérêt, le plaisir du film et donc du livre. Donc voilà, je sentais qu'il fallait que je m'arrête. Et puis de toute façon, il y a certaines affaires, celle-là peut-être, on pourrait écrire 20 000 pages. On pourrait écrire 20 000 pages. Il y a un moment où il faut. Moi, j'ai réorienté un peu la fin du livre. Enfin, les 100 dernières pages du livre prennent une autre route. J'ai senti qu'on pouvait pas. Voilà, si on voulait écrire un livre sur, je sais pas moi, l'amour entre les êtres humains, il pourrait faire 200 000 pages. On n'en viendrait quand même pas au bout. Donc il y a un moment où il faut. Et donc j'ai rendu un manuscrit qui était plus
volumineux que le résultat final, avec... Alors on a dit que c'était diffusé en même temps. C'est enregistré, là, ce qu'on dit. Donc, j'espère que mon éditeur ne regarde pas, mais avec Je crois que c'est en direct. Hein. Une petite astuce, où il doit avoir autre chose à faire que d'être devant un ordinateur. Une petite astuce, je savais que certains passages, on pouvait les alléger, les supprimer, mais donc j'ai rendu le livre à mon éditeur, il m'a dit « mais ça va pas, t'es complètement fou, ça faisait 1400 pages, c'est impossible, etc. » J'ai fait semblant de résister un peu. Puis finalement, j'ai dit, bon, allez, d'accord, t'as raison, je vais t'écouter. Donc j'ai enlevé des choses que je pense que j'aurais de toute façon enlevé, mais comme ça, tout le monde était content. Enfin, je pense qu'il aurait voulu que j'enlève encore, parce que c'est bête à dire, hein, mais commercialement, au-delà d'un certain niveau, au-delà de 500 pages, chaque centaine de pages, c'est des lecteurs en moins. Commercialement, et pas seulement pour des histoires toutes bêtes d'argent, c'est que c'est des lecteurs en moins surtout. Ben là, je pense que je suis dans le très haut de la fourchette, mais en tout cas, pour moi, et vraiment, sincèrement, et blague à part, je pense que ça correspond à ce que, non pas à ce que je voulais faire, parce que je ne m'attendais pas à tomber sur tellement de personnages et tellement d'incertitudes et de zones sombres dans cette affaire, mais en tout cas, si j'avais su à l'avance, ça correspond à peu près à... Si je devais le refaire, je referais pareil, quoi. Je ne vais pas le refaire. Bon, si c'est aussi volumineux aussi, c'est parce que vous avez une obsession du détail. Et c'est vrai que bon, je ne vais pas faire semblant d'avoir tout lu, hein, parce que je n'ai pas encore tout lu. Et puis par ailleurs, ça serait vraiment dégueulasse pour les gens qui ne peuvent pas encore l'acheter en librairie, puisqu'il sortira que le 18 août. Mais il y a énormément de détails que vous donnez. On se demande comment, on se demande s'ils sont documentés ou s'il y a une part de fiction là-dedans. Ça ne va pas, dis donc. Mais si, je vous jure, quand vous dites, oui. quand vous dites que la dame était en robe de chambre à 10h12 au moment où le monsieur a ouvert, comment vous le savez, tout ça, et pourquoi c'est aussi important pour vous d'aller chercher des détails aussi précis, aussi concrets. Moi, je pense que ça apporte beaucoup, hein, mais de votre point de vue à vous, qu'est-ce que ça apporte au livre? Ça rejoint peut-être un peu ce que vous disiez tout à l'heure, que vous aimeriez faire un livre comme ça sur un boulanger à qui il n'est rien arrivé, parce que c'est ça, vous voulez reconstituer une époque et incarner des... Non, je pense, on dit que le diable est dans les détails, mais la vérité, la lumière est aussi dans les détails. Alors là, en l'occurrence, tout de suite, donc dans ce livre et dans les précédents, il y a une affaire judiciaire, donc une historique, et comme vous disiez, moi, l'auteur du livre ou le narrateur, je circule un peu dans les pages, il m'arrive 2-3 choses. Tout ce qui me concerne moi, si je dis que j'ai pris ma voiture et que j'ai crevé un pneu, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, on n'en sait rien. En revanche, moi je me suis fixé, et vraiment en me regardant dans la glace, et avec ma conscience qui fronçait les sourcils, je me suis fixé une règle qui est tout ce qui concerne l'affaire, des gens qui ne sont pas moi, la vérité historique ou judiciaire, je n'invente pas vraiment le moindre détail. C'est-à-dire, si je dis à un moment, s'il y a un type qui passe sur un vélo vert, jamais je dirais c'est un vélo rouge parce que ça m'arrange, c'est plus chic d'avoir un vélo rouge. Et si je ne connais pas la couleur du vélo, je ne vais pas non plus inventer une couleur. Je dis sur un vélo dont on ne connaît pas la couleur, ce qui d'ailleurs n'a aucun intérêt, donc on s'en fiche. Donc vraiment, chaque détail... Et là, je pourrais le jurer sur l'honneur, chaque détail de cette affaire, soit je sais et je le mets, soit je ne sais pas et je le dis ou je n'en parle pas. Mais vraiment, il n'y a pas un mot inventé. La raison pour laquelle je vais dans les détails et parfois de manière un peu obsessionnelle, comme vous disiez, c'est que, alors pour l'instant, je ne sais pas si c'est un hasard, mais à chaque fois que je me suis comme ça penché sur une enquête, moi je ne suis pas l'enquêteur, hein, je reste très modeste, mais sur une enquête qui a été faite à propos d'un fait divers, ce sont des détails. Dans la Serpe, par exemple, c'est une toile d'araignée et quelques gouttes de rosée sur un portefeuille qui a été laissé dehors, qui éclaire tout. Là, dans cette affaire monstrueuse, avec vraiment plein de personnages, des menteurs, des tricheurs, toute une époque, etc., il y a un truc qui pour moi débloque tout,
c'est une nuance de bleu. C'est, je dévoile pas, enfin, on ne sait pas de quoi je parle, donc ça ne dévoile rien, mais il y a un vêtement qui est soit bleu clair, soit bleu foncé. Et au bout de 2 ans et demi de recherche, j'ai trouvé s'il était bleu clair ou bleu foncé, et ça change tout. Pour moi, ça innocente tout simplement Lucien Léger. Donc voilà, c'est vrai que j'ai une obsession des détails. C'est aussi d'ailleurs pas forcément utile. Par exemple, dans mes livres, j'aime bien citer les noms. Ça, c'est un peu sentimental, un peu bébête, un peu nunuche, mais j'aime citer les noms de tout le monde, même si ça sert à rien. Par exemple, s'il a eu une prof d'histoire en 1942, je dis c'était Madame Germaine Duchenoc. Ça ne sert à rien de le savoir, mais mon côté un peu nouille fait que je me dis, ben voilà, comme ça, cette dame ou ce monsieur aura son nom quelque part. Et puis, il y a des choses amusantes. Je reçois, par exemple, après après la petite femelle, par exemple, je reçois des mails de gens qui me disent, mais c'est ahurissant, vous parlez de mon arrière-grand-mère, qui était la boulangère du village, dont j'avais mis le nom alors que ça servait à rien. Ou une dame qui m'a écrit, je disais que Pauline Dubuisson allait coucher avec un Allemand au 2e étage gauche d'une maison à Dunkerque. On s'en fout, en vrai, que ce soit 2e étage gauche ou droite, mais une dame qui m'écrit et qui dit « Je suis en train de vous écrire au 2e étage gauche de la maison dont vous donnez l'adresse, je tremble des pieds à la tête. » Donc voilà, il y a un côté un peu comme ça sentimental, et puis un côté vraiment, vraiment je pense que c'est... Moi j'ai la chance non seulement de m'intéresser à ces histoires 50 ans ou 60 ans après les faits, le recul est quelque chose d'utile et de voir les choses de manière dépassionnée, ça aide vraiment. Et puis surtout, j'ai la chance de pouvoir y consacrer 4 ans, en l'occurrence, ce qui n'est pas le cas d'un policier. Souvent, dans la plupart de ces enquêtes, le travail de policier n'a pas été fait jusqu'au bout, a été fait un peu de travers, le travail des juges, des avocats n'ont pas bien défendu leurs clients. Mais je me dis, eux, évidemment, ils n'avaient pas 4 ans à temps complet pour s'intéresser au crime ou à leurs clients. Donc voilà, moi j'ai cette chance d'avoir tout mon temps et d'avoir accès à l'ensemble du dossier longtemps après. Donc autant que j'en profite et que j'aille voir l'histoire de la couleur, le bleu clair ou foncé. Là, vraiment, on peut en vouloir à aucun commissaire ou juge d'instruction de l'époque de ne pas avoir eu le temps de fouiller jusque dans ces toutes petites précisions. Donc voilà, c'est vrai que c'est une obsession, je ne vais pas dire le contraire, j'aime ça, les détails, les tout petits trucs, ou le nom des gens. Mais je pense sincèrement aussi que ça peut être utile. En vous écoutant, je me demande, vous auriez pu être, vous auriez aimé, vous auriez pu être policier ou juge ou parce que bon, là, il s'agit quand même de collecter des détails aussi pour écrire un livre et pour être un écrivain. Mais c'est aussi pour faire éclater une vérité. Et on sent que vous éprouvez un vrai plaisir à mener l'enquête et à chercher le détail qui va être révélateur d'autre chose. Alors, un vrai plaisir, oui, mais je pense que j'aurais pu être policier ou avocat comme un type dans un bar devant un match de foot qui dit « Mais passe, abruti, passe !» pourrait être en équipe de France de foot, quoi. Justement, j'arrive à parler de tout ça parce que je suis ni policier, ni avocat, ni historien. On dit aussi souvent historien. Moi, je fais ça, j'ai toute liberté. Par exemple, je disais les deux types qui ont fait ce livre formidable sur lequel je me suis appuyé à propos de cette affaire, ont lu, je leur ai envoyé les épreuves du livre, ils l'ont lu et ils ont aimé. Déjà, j'étais soulagé parce qu'ils m'ont vraiment fait confiance en me permettant de me servir de leur travail. Donc ils n'ont pas eu l'impression que j'avais trahi leur confiance, donc ça, déjà j'étais content, j'étais même plus que content. Et puis ils m'ont dit, toi tu as de la chance, eux ils l'ont fait comme des journalistes, avec un très grand sérieux, comme des journalistes ou des historiens, ou des policiers si on veut. Moi non, j'ai quand même, je peux, en tant que, pour moi c'est une œuvre littéraire, c'est pas une enquête, enfin je dis ça très modestement, hein, mais je veux dire c'est littéraire. C'est pas un travail sérieux de policier ou d'avocat. Je peux choisir sur quoi j'insiste, ce que je laisse de côté. Je peux émettre sans arrêt des
des opinions. Je dis que ce sont que mes opinions, ce ne sont pas des certitudes, mais enfin, je peux le faire, ce que peut pas faire un flic, par exemple. Il est obligé vraiment de s'attacher aux faits. Donc, je peux dire comme ça, en théorie, oui, j'aurais bien aimé être policier. Enfin, c'est comme j'aurais bien aimé être prof avec une classe parfaite d'enfants fascinés par ce que je dis. Donc, j'aurais bien aimé être policier, mais n'enquêter que sur des trucs comme Hercule, si j'étais Hercule Poirot ou je sais pas quoi. J'aurais bien aimé être avocat, mais que pour défendre des innocents. Enfin, voilà. Mais je pense que non, c'est comme on dit, j'aimerais être astronaute ou pompier. Ou les petits garçons un peu tordus qui disent je voudrais être gynécologue. Je suis pas sûr que si une fée les transformait en gynécologue, ils seraient vraiment ravis. Bon, bref. Qu'est-ce que je me mets à parler de gynécologue? Tout ça pour dire que non, je pense pas que j'aurais fait un très bon avocat, un très bon policier ou un bon historien. D'accord. Mais vous faites un bon écrivain et finalement vous aimez bien faire écrivain comme métier. Moi, ça me va. Ça vous va, ouais. C'était pas donné d'avance parce que j'ai énuméré les petits métiers du monde d'avant que vous avez pratiqués. Je me demandais, est-ce que vous pensez que vous seriez devenu cet écrivain-là si vous n'aviez pas eu toutes ces expériences-là de rédaction, disons, qui font que il y a un travail d'enquêteur extrêmement sérieux qui fait que je vous ai demandé si vous auriez pu être un policier, mais il y a aussi quand même toujours des effets de mise à distance, de l'humour, un mélange des registres. Stylistiquement, il y a quelque chose de très très décontracté chez vous. Ça peut surprendre parce que à l'oral vous êtes extrêmement grave, mais dans la vie aussi. Mais il y a quelque chose de très décontracté, quoi. Et ça, est-ce que vous pensez que ça vient aussi de vos expériences d'écriture d'avant la littérature? Non, je pense pas que le fait que j'ai écrit des lettres érotiques ou que j'ai été animatrice de Minitel Rose ait un rapport avec le fait que je sois décontracté ou détaché. Non, mais sérieusement, en fait, non. Mais évidemment, toute ma vie, c'est-à-dire que tous les écrivains, les auteurs ou les autrices sincères sont des êtres humains qui transmettent quelque chose. Donc évidemment que toute ma vie et tout ce qu'elle a comporté avant, j'espère, définit ma façon d'écrire et se reflète dans mes livres. Très honnêtement, moi, si j'étais animatrice de Minitel, c'était pas du tout par vocation. C'est juste parce que ça me permettait de rester chez moi toute la journée. Je rigolais, c'était facile à faire. Enfin voilà. Donc non, je pense pas que c'est un rapport. Et puis moi, je suis devenu écrivain. Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, j'ai écrit un roman vraiment complètement par hasard, sincèrement. Jamais. J'ai écrit mon premier roman. J'avais 33 ans. À 28 ans, si on m'avait demandé ce que je veux faire dans la vie, j'aurais dit sauteur à la perche avant de dire écrivain, je pense. C'est juste un hasard, c'est parce que je vais pas raconter ma vie, je la mets dans mes livres, mais j'ai été une nuit, je rentrais chez moi ivre-mort, enfin pas ivre-mort, mais pas loin. J'ai vu un petit vieux qui se faisait agresser, j'ai voulu le sauver, comme je me suis jeté sur l'agresseur parce que j'avais un coup dans le nez, sinon je serais rentré chez moi. J'ai réussi à désarçonner le jeune et puissant agresseur, à sauver le vieux, puis le vieux a à moitié perdu la boule, il s'est retourné contre moi, il a dit à la police que c'est moi qui l'avais attaqué, je me suis retrouvé en garde à vue, enfin bon. Je suis rentré chez moi avec une double sensation d'injustice terrible, et puis de quand même quelque chose d'assez comique, ridicule, grotesque. Enfin, à la fois je riais et puis je fulminais contre le monde injuste et cruel. Et je me suis dit, il faut que je raconte ça. À l'époque, j'avais pas de téléphone, je voyais peu de monde, donc je savais pas comment faire. Je me suis dit, je vais écrire une dizaine de pages pour essayer de raconter ça. Et puis, comme quoi c'est un défaut que j'avais déjà un peu à la base, mes 10 pages se sont transformées en 700 et j'ai écrit mon premier roman comme ça, mais j'étais presque le premier surpris d'avoir écrit. C'est parce que je me suis laissé entraîner. Je vais pas dire que je pensais pas du tout à l'écriture d'un livre, mais pour moi, j'avais l'impression d'écrire un roman. C'est comme on est à Brest, on commence à marcher dans l'océan et on se dit maintenant, il faut que j'arrive à New York. On fait 100 mètres à la brasse et puis on revient, quoi, on arrête. Et moi, j'avais cette impression-là et en fait, là, je me suis pas rendu compte. C'est comme si
je suis à Brest, il y a une sorte d'île, et puis elle s'éloigne au fur et à mesure, et je me suis retrouvé à la fin du livre presque sans m'en être rendu compte, mais j'ai jamais voulu, consciemment en tout cas, écrire des romans ou devenir écrivain, quoi. J'écrivais des petites choses uniquement, encore une fois, animatrice de Minitel, lettres érotiques, voici, je fais des nouvelles sentimentales, je ne sais pas si vous l'avez dit dans Nous deux, c'est pas la voie royale pour aller vers le prix féminin, quoi. Non, mais comme votre façon d'écrire ne ressemble pas à grand-chose, du coup, je me demandais d'où ça pouvait venir. Super. Ah, pas grand-chose de connu. Ouais, non, parce que vous avez une voix qui vous est très propre, qui est vachement singulière, quoi. Donc ouais. Alors il y a un peu la lecture de Proust, sûrement, parce qu'il y a des phrases très longues, mais il n'y a pas que la lecture de Proust. On voit qu'il y a d'autres trucs qui viennent nourrir votre style, quoi. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ce sont des expériences de vie qui s'amalgament. Par exemple, cette histoire de longues phrases et de parenthèses. On parle souvent de mes parenthèses, et c'est parfois un peu déstabilisant pour moi parce que j'ai l'impression qu'on me soupçonne d'avoir trouvé une sorte de gimmick, de truc, ouais, de posture, comme l'écharpe rouge de Barbier, le chapeau du cuisinier, là je sais plus comment il s'appelle. Et évidemment, moi c'est ma manière d'exprimer, et c'est une raison toute bête, c'est que je suis resté, j'ai eu une jeunesse un peu bizarre, et je suis resté très longtemps sans téléphone. Je suis resté 6 ans, alors évidemment pas de portable, mais sans téléphone fixe, je veux dire. Et donc je vivais seul à Paris, encore une fois un peu isolé, à part mes potes de comptoir du bar en bas de chez moi, mais... et donc je passais mes journées à écrire du courrier, des lettres. Vraiment, je m'asseyais au bar et j'écrivais, sans mentir ni enjoliver le passé, j'écrivais peut-être 40 ou 50 pages de lettres à ma mère, à ma copine, à mes amis, à mon cousin, à ma sœur, juste pour raconter tout ce que je faisais dans la journée, comme au téléphone, exactement comme on voit maintenant les gens toujours au téléphone. Moi, je faisais pareil sur le courrier. Et évidemment, sans aucune ambition littéraire, ni j'envoyais pas à ma mère un chef-d'œuvre ou un essai sur la vie d'un jeune Parisien. J'écrivais tout ce qui me passait par la tête. Donc je ne faisais pas première partie mon déjeuner, deuxième partie mes pensées du jour, troisième partie mes projets. Enfin bon, je mettais tout ce qui venait. Et donc quand j'étais en train d'écrire quelque chose et qu'autre chose me venait en tête, au lieu de le noter sur le côté en me disant je l'écrirai plus bas, j'ouvrais des parenthèses. Et en fait, donc pendant 6 ans, ça doit représenter, je sais pas, il faudrait multiplier 6 ans par 40 pages par 365 jours, ça fait des dizaines de milliers de pages. Je n'ai écrit que comme ça, je me suis exprimé que comme ça. Et quand je suis sorti du commissariat de la garde à vue après cette sinistre affaire du vieux que j'ai voulu sauver, je me suis dit, il faut que je le raconte, il faut que le plus simplement possible, puisqu'encore une fois, et toujours aussi sincèrement, je ne pensais pas que ça ferait un livre. Et donc je l'ai écrit comme si j'écrivais une lettre à quelqu'un, c'est-à-dire je l'ai écrit de ma manière naturelle, avec des longues phrases, des parenthèses, une sorte peut-être de légèreté, parce que je me prenais évidemment pas au sérieux. Et donc voilà, j'écris toujours pareil aujourd'hui, avec, j'espère, en 25 ans, quelques améliorations ou modifications, mais enfin j'écris toujours pareil, et c'est vraiment, aujourd'hui, si j'écris une carte postale à ma mère, il y a 12 parenthèses sur le petit truc de la carte postale, c'est pas du tout pour me donner un genre ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc c'est nourri par des choses qui sont pas tellement littéraires ou artistiques, hein, c'est juste parce que je suis resté sans téléphone pendant 6 ans. Merci, mais c'est très bien les parenthèses, hein, il se passe quelquefois des choses très intéressantes et très essentielles dans les parenthèses. Je crois que c'est le moment de proposer aux gens du public de poser des questions, s'ils le souhaitent. Donc le principe, ouais, c'est ça, c'est de lever la main. Et puis il y a poser la question. Micro qui se promène. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y aurait le mot saucisse dans votre prochain livre. Les gens doivent se dire, cette femme est dingue, sortez cette femme. Ça c'est comme les parenthèses en fait, cette histoire de saucisse. C'est-à-dire que les parenthèses, donc certains journalistes ou critiques littéraires, évidemment pas Grégoire le Ménager, mais certains esprits plus simplets disent que j'ai trouvé mon truc, et les saucisses c'est pareil. Donc pour les gens qui ne savent pas, j'imagine que pas mal de gens ne sont pas au courant de cette histoire de saucisse. Je me suis rendu compte je crois que c'est dans mon dernier livre ou l'avant-dernier, je sais plus.
En fait, on a une petite heure pour parler de saucisses, ça va être long. Il y a un ami, j'étais en train d'écrire, je pense que c'était la serpe ou la petite femelle, je ne sais plus. J'étais en train d'écrire, et il y a un ami qui travaille sur une radio, Radio Nova, et il me dit, il m'écrit, comme il écrit à tous ses contacts, demain soir, grande soirée hot dog organisée par Radio Nova. Si vous venez lire un texte dans lequel il y a le mot saucisse, on vous donne un hot dog. Et alors moi je me dis, bon bah j'irai pas, j'ai du travail quand même, je peux pas... Mais par curiosité, je regarde si dans mon livre il y a le mot saucisse. Alors je dis, ah bah c'est fou, 3 pages plus tôt, je viens d'écrire saucisse. Je ne sais plus dans quel cadre, mais je venais d'écrire saucisse. Et puis alors là, tout d'un coup, mon bureau s'obscurcit, le paranormal fait irruption. Je me dis, bah, je vais regarder dans mes livres. Et je me rends compte, je tape dans mon dossier qui contient tous mes livres depuis 1997, je tape saucisse et je vois tous mes livres qui s'affichent. Et dans tous mes livres, alors que je n'ai pas de charcutier dans ma famille, je n'ai pas une passion pour la saucisse. Et dans tous mes livres, il y a sans raison le mot saucisse. Donc je me rends compte de ça et je l'écris. J'arrête ce que j'étais en train de raconter sur Pauline Dubuisson ou Georges Arnaud, je ne sais plus, et je dis, il vient de m'arriver quelque chose de dramatique et d'inquiétant. Il y a saucisse dans tous mes livres. Mais à partir de là, je suis coincé. C'est-à-dire, ça c'était dans la petite femelle. Et dès la serpe, je me dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant si je mets saucisse? C'est un peu gros quand même, tout le monde va dire, ça y est, après les parenthèses, c'est les saucisses. Donc dans la serpe, j'ai fait une sorte de petit clin d'œil, c'est-à-dire qu'à la toute dernière page, je me suis dit, il y a peut-être 2-3 uluberlus qui vont chercher le mot saucisse dans la serpe, donc j'ai attendu, je dois être le seul que ça fait rigoler, personne ne s'en est rendu compte, mais j'ai attendu la dernière page pour mettre saucisse. Je ne vais pas faire ça à chaque fois. Et donc dans celui-là, très honnêtement, je ne sais pas, mais je ne peux plus écrire saucisse. Mais c'est embêtant, si jamais je dois décrire une scène où il y a un hot dog, je ne peux pas parler de saucisse, sinon on va dire, allez... Et si je ne le mets pas, j'ai peur que le livre ne marche pas, parce que tous mes livres, j'ai l'impression que c'est comme un... J'ai un livre qui n'a pas marché du tout, enfin plusieurs, hein, mais il y en a un qui a encore moins marché que les autres, il n'y a pas saucisse dedans, et je me dis, tiens, c'est curieux, alors je cherchais à chipolata, merguez, il y a Knaki Arta dans le livre, qui est la version un peu industrielle de la saucisse, c'est pour ça qu'il n'a pas marché, je pense. Non, mais c'est rigolo, mais sans rire. Pourtant, je suis assez cartésien, mais j'ai écrit un tout petit livre qui s'appelle Les Brutes, qui est une sorte de grosse nouvelle qui est illustrée par 2 dessinateurs que j'aime beaucoup, Dupuis et Berberian, mais qui doit faire 40 pages. Il n'y a pas saucisse, il y a saucisson. La version condensée, dense de la saucisse. Et là, dès que je rentre, je tape saucisse sur mon fichier. Donc, je ne sais pas s'il y a saucisse. Il faut que ça paraît comme combat dans la vie, ça paraît un peu léger, mais il faut que je lutte contre l'envie de penser à est-ce qu'il y a saucisse dans mes livres. Vous voyez que c'est une question importante, c'est-à-dire que le livre va paraître dans 2 mois. La première question dans le public, à votre première apparition publique sur ce livre, ça porte là-dessus quand même, donc il y a un enjeu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On croise les doigts. Bonjour. Bonjour. Je crois savoir, quand vous écrivez un livre, vous avez une routine très stricte. Vos journées sont les choses sont très calées. Et dans cette routine, il y a en fin d'après-midi un passage à votre bar préféré qui est à côté de chez vous. Cette dernière année, les bars étaient fermés la plupart du temps. Est-ce que du coup, ça a fait en sorte que vous avez dû trouver une nouvelle routine, de nouveaux rituels pour pouvoir écrire? Et quoi? Les bars et les saucisses. Philippe Jainana. Oui, bah, comme tout le monde. Bon, c'est vrai que j'ai une vie très routinière, ça me rassure, ou ça me cadre, ou je sais pas quoi, et puis ça m'aide à écrire. Mais je pense que tout le monde a été plus ou moins... déstabilisé et dépité par la fermeture évidemment des bars et des restaurants. Moi j'ai été carrément inquiet au début parce que c'est vrai, en fait, donc ma vie c'est 23 heures chez moi à travailler ou à regarder la télé ou à lire ou à parler à ma femme et 1 heure dehors. Vraiment je sors qu'1 heure par jour pour aller au bistrot. Je sors pas pour aller me promener, je n'aime pas me promener. Et donc c'était ma seule fenêtre, parce qu'en plus un bistrot, ce qui est intéressant, c'est que y a des gens. J'ai la chance d'avoir en bas de chez moi un de ces bistrots qui sont malheureusement de plus en plus rares, mais où il y a des gens de toutes sortes, de 18 ans ou de 75,
des policiers et des vendeurs de drogue et des chômeurs et des avocats, etc. Donc moi, c'est vraiment, tant pis, c'est un cliché, mais c'est vraiment une fenêtre pour le coup. Pour moi, j'ai l'impression de rentrer pendant 1 heure dans une sorte de petite maquette de l'humanité, enfin de l'humanité en tout cas parisienne, on n'a qu'à dire. Donc voilà, c'était très important pour moi, effectivement. Et je me suis dit, quand on n'a que ça d'extérieur dans sa journée, ça enlève beaucoup de la journée. Donc, dans un premier temps, comme pas mal de gens, je crois, je me suis saoulé chez moi. J'ai acheté des bouteilles de whisky et pour oublier que les bars étaient fermés, je buvais du whisky. Et après, en fait, il s'est passé quelque chose d'un peu triste, peut-être, c'est que je me suis rendu compte que ça me manquait pas tant que ça. Et j'aime bien, mais j'avais l'impression que c'était indispensable à l'équilibre de ma journée. Pas de picoler, hein, de voir des gens dans le bar. Et en fait, ça va. Ça va. M'en suis bien sorti. Merci de vous inquiéter. Non, mais évidemment, là, j'y retourne, mais avec les terrasses, cette idée de terrasse, c'est l'inverse de ce que j'aime dans les bars. C'est-à-dire que ce qui est formidable dans un bar, et qui est la seule occasion où on peut faire ça dans sa vie, c'est qu'on peut parler à des gens, ce que par exemple on ne peut pas faire dans un ascenseur ou dans le métro. Si on se met à parler à tout le monde, on a vite l'air louche. Mais on peut aussi arrêter de leur parler tout d'un coup et tourner le dos. Ce qu'on ne peut pas faire dans un dîner ou à Noël. Enfin, si ne me parle pas, je vais aller au bout de la pièce, ça ne marche pas. Il y a cette chose formidable sur les terrasses, malheureusement, et c'est pour ça du coup que pour l'instant, j'ai pas encore bien retrouvé ce rythme qui m'était si cher, cette routine qui m'était si chère, c'est que si on s'assied en terrasse, s'il y a quelqu'un qui vient s'installer en face, on ne choisit pas et on est coincé. Parce que là, pour le coup, si on se lève, c'est trop brutal. Comme je ne veux pas te parler, je vais aller m'asseoir à côté, c'est trop brutal. Donc c'est l'inverse. La terrasse, pour moi, j'aime bien y être, hein, mais c'est l'inverse de ce que j'aime dans les bars. Donc, voilà, j'attends que les comptoirs ouvrent, c'est bientôt, non? Je crois que c'est la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Et puis, voilà, une bonne saucisse, un comptoir, et hop, ma vie repart. Ah, je vais répéter cette phrase. Une bonne saucisse, un comptoir, et ma vie repart. Bonsoir. Avant de poser ma question, je voulais vous remercier parce que vous êtes le seul écrivain qui m'a fait rire. Alors, je lisais un livre et c'est la scène où naissance de votre fils à la maternité, ça se passe sur plusieurs pages. Et j'ai ri, je riais vraiment. J'ai jamais ri en lisant un livre. Pourtant, pour ceux qui l'ont pas lu, c'est consternant, c'est atroce, hein, c'est un bain de sang. C'est pas vrai. Et le pire, c'est qu'après, le lendemain, le surlendemain, en allant au boulot, je riais toute seule en pensant à cette scène et à ces pages que vous avez écrites. Alors, je ne sais plus dans quel livre. Le Cosmonaute. Voilà, mais alors vraiment, j'ai jamais connu ça, de rire comme ça sur un livre. Alors ma question, c'est est-ce que vous étiez, pour le livre que je n'ai pas lu donc, qui sort en août, est-ce que vous n'étiez pas obligé de trouver Lucien Léger innocent? Parce qu'en ayant travaillé 4 ans, ayant 3000 pages de notes, pour un coupable, c'est moins intéressant. Donc, C'est vrai. C'est vrai, mais en fait, j'ai eu le même problème pour le précédent, La Serpe. Au bout de 6 mois de recherche, j'étais presque convaincu que le Georges Arnaud, donc celui qui a été accusé, était coupable. J'ai d'ailleurs dit à mon ami dont je parlais tout à l'heure, je lui ai dit, écoute, j'arrête le livre, parce que je ne vais pas écrire un livre pour dire que ton grand-père a massacré toute sa famille, ça va te faire des problèmes, etc. Il m'a dit, oh, mais si, vas-y. Il voulait vraiment que j'écrive sur son grand-père, je pense. Mais j'aurais arrêté, en fait. C'est un luxe, hein, mais j'ai le temps. Et là, pour Lucien Léger, au bout allez, je vais dire 4-5 mois, j'ai eu, pas la conviction vraiment, mais pas loin qu'il était innocent. Si vraiment j'avais été persuadé du contraire, j'aurais pu arrêter. Je peux travailler 4 mois sur quelque chose et puis changer. Pas du tout 4 ans. Enfin, 4 ans, c'est une décision plus difficile, mais de toute manière, c'est la première. Je trouvais par exemple que dans La Serpe, où je dis c'est pas lui, et à la fin du livre je dis à mon avis c'est l'autre, j'ai été un peu simpliste. C'est-à-dire que je me prenais justement un peu pour un enquêteur, un justicier. J'ai dit voilà, tout le monde a cru ça, mais moi j'arrive et je vais vous dire la vérité. J'étais pas très à l'aise avec ça. Donc je me suis dit il faut que j'essaye d'éviter ça, et là ça tombe bien parce que quand je vous ai dit tout à l'heure je suis convaincu de l'innocence de Lucien Léger, c'est une sorte d'intime conviction, mais je peux rien prouver, et en vérité il y a quand même pas mal de choses assez troubles, etc.
Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que, alors je ne peux pas vraiment vous dire quoi, mais pendant ces recherches, où j'ai hésité, à un moment je me suis dit c'est peut-être lui, j'en suis pas sûr, si c'est lui c'est vraiment une ordure de tuer un petit garçon, c'est vraiment, je peux pas m'intéresser à ce genre de personnage, mais je crois que non, et ça. Et puis tout d'un coup, j'allais abandonner, ça faisait 1 an que j'étais dessus. Et puis tout d'un coup, quelque chose d'autre est apparu dans mes recherches. Et en fait, le livre, c'est un peu pour ça que c'est pas Lucien Léger qui est sur la couverture, que c'est une dame, une jeune femme. En vrai, peu importe que ce soit lui ou pas, puisque le livre n'est pas vraiment sur lui. Moi, je continue à penser que c'est pas lui, qu'il y a une énorme injustice, mais c'est quand même quelqu'un qui a menti toute sa vie, etc. Donc c'est pas, par exemple, Pauline Dubuisson, quand j'écris La Petite Femelle, c'est un personnage, je l'aime de tout mon cœur, mais c'est un personnage qui m'est vraiment très cher. Lucien Léger, c'est quelqu'un qui, même innocent, est quand même quelqu'un d'un peu arrogant, d'un peu bizarre, d'un peu menteur, ou très menteur peut-être. Enfin bon, c'est pas... Mais c'est mieux, c'est pas manichéen du tout. C'est pas un pauvre gars, en fait c'était un ange et on l'a pris pour un monstre. Mais c'est pas le livre, enfin vous verrez quand vous le lirez, c'est pas le but, c'est pas le thème du livre, c'est pas l'innocence de Lucien Léger. Ça parle plutôt de la société et puis de... Bon, je vais vous le dire, ça sort pas d'ici, de la femme de Lucien Léger, en fait. Le livre est plus sur sa femme que sur lui. Et dans ce livre, les personnages féminins, je pense pas que ce soit un hasard, sont beaucoup plus intéressants, troubles et touchants pour certaines ou mystérieux pour d'autres, que les personnages masculins qui sont plus, la plupart des sales types un peu bourrins, quoi, fourbes. Une question ici. Merci. Bonjour. Moi, je suis comme la dame, j'ai beaucoup ri aussi. Je rigole toujours parce que j'ai ma voiture qui a toujours le voyant des cannibales et dès que je rentre, je me dis bon, mais ça y est, je vais me faire attaquer par les cannibales. Donc je rigole. Encore personne ne comprend. Voyant cannibale dans les voitures. Attention, présence de cannibales. Donc effectivement, je ris assez souvent et j'ai aussi pleuré. Enfin, plein de choses. Mais la question que je voulais vous poser, c'était en vous écoutant dire, j'avais pas le téléphone et donc j'écrivais comme ça. On a l'impression que c'est une sorte de pas logorée parce que c'est un peu c'est péjoratif, mais une sorte de flow qui sort comme ça et que vous ne vous censurez pas sur effectivement ces parenthèses qui durent des lignes, etc. Je voulais savoir si vous vous corrigiez, enfin comment dire, si vous repreniez en fait vos écrits pour corriger des choses ou reformuler des choses, parce que quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous écrivez tac 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 comme ça, quoi, que vous avez tout en tête et que ça coule, quoi. C'est très bien qu'on ait cette impression. Je suis un génie, quoi, j'ai tout dans la tête. Et en fait, non, quand je disais tout à l'heure à Grégoire, j'espère qu'en 25 ans, mon style ou ce que j'écris s'est un peu modifié ou amélioré. Il y a quelque chose qui a vraiment changé, c'est que au début, mon premier livre, qui s'appelle Le Chameau Sauvage, je l'ai vraiment écrit comme j'écrivais mes lettres. C'est-à-dire, j'écrivais 10, 15 pages par jour. Je l'ai écrit en 2 mois et demi, 3 mois. Sauf qu'après, j'ai eu 1 an j'ai failli devenir fou, j'ai failli même jeter le manuscrit. Je me suis rendu compte, une fois qu'il était fini, que c'était bien beau d'écrire comme ça sort, sans trop de modifications entre l'intérieur de la tête et le papier, que ça va pour ma mère ou pour mon cousin, mais que pour un livre, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. En fait, je me disais, ah ben non, mais là, j'ai pas expliqué assez clairement, ou là, j'en fais beaucoup trop, je m'enfonce trop vers certains détails dont on se fout, ou certaines, voilà. Donc, au début, en fait, j'écrivais vite et beaucoup, mais je corrigeais longtemps et fastidieusement, souvent, beaucoup aussi. Et en fait, je pense que si on faisait une sorte de diagramme entre ma vitesse d'écriture ou le temps que je mets pour écrire un livre et le temps de correction après, ce serait vraiment, entre 1996 et maintenant, ce serait vraiment inversement proportionnel. C'est-à-dire que maintenant, j'écris beaucoup, beaucoup plus lentement. On pourrait dire que je suis devenu un peu pâteau, un peu engourdi, puisqu'avant, j'écrivais 10-15 pages. Maintenant, par jour, si j'arrive à écrire 3-4 pages maximum, si je travaille vraiment 8 ou 9 heures par jour, je suis content. En revanche,
le temps de correction. Mais c'est juste un truc d'habitude. Un menuisier qui fait des chaises, au bout de 30 ans, il va savoir exactement comment faire. Il travaillera peut-être plus lentement, mais plus précisément et plus avec moins de besoin de correction ensuite. Donc en fait, là, j'écris vraiment, c'est-à-dire je fais les deux en même temps, je fais le travail d'écriture, plus ou moins comme ça sort, et le travail de relecture, de révision, de correction en même temps, donc évidemment, ça prend... Mais, alors je ne vais pas dire qu'une fois que j'ai terminé mon premier jet, c'est parfait, je suis content, etc., mais j'ai beaucoup moins de temps de besoin de relecture et de correction ensuite. Ça ressemble plus, parce que ça se fait, c'est pas réfléchi, hein, c'est comme ça, c'est inconscient, c'est juste parce que j'ai l'habitude et que je sais mieux maintenant, quand je veux décrire une scène, je sais mieux ce dont j'ai besoin ou vers où je veux aller qu'avant, où comme un jeune chien, je partais dans tous les sens et j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. Et d'ailleurs, je pense par exemple que Le Chameau sauvage, mon premier livre, je n'écrirai pas de la même manière aujourd'hui. Quand je relis, ça m'arrive presque jamais, mais si on me demande de lire quelque chose, je me dis, oh là là, j'aurais dû faire plus ci, plus ça. On a l'occasion, par exemple, quand il y a une réédition en poche, ou là, Le Chameau sauvage a été réédité dans une édition un peu collector, on m'a demandé, l'éditeur de poche m'a demandé si je voulais changer. Non, je le laisse, parce que sinon j'ai l'impression que c'est comme si on corrigeait les photos de quand on était plus jeune, etc. Donc je laisse, je prends sur moi pour ne rien changer, mais en vrai, mais c'est bien, ça suit, c'est évidemment pas que moi, c'est tous les auteurs, ça suit un parcours. Mais voilà. Bien, mais je crois qu'on est censé s'arrêter là. Donc je vous remercie beaucoup tous d'être venus. Ben oui, déjà. Merci. Merci.